Alors, je vais vous parler un peu de mon enfance aux États-Unis. J'ai grandi dans un milieu classe moyenne supérieure, très catholique, et on était 7 enfants dans la famille. Et j'essaie de penser qu'est-ce qui m'a amené en anthropologie. Quand j'avais autour de 8 ans, le curé de la paroisse visitait notre classe et il a posé la question « Mais qu'est-ce que vous voulez devenir ?» Et j'avais dit « philosophe ou théologienne ». Alors, il était pas mal étonné, mais c'est plus ou moins à cette époque que j'ai découvert qu'il y avait un nom pour ce que je voulais vraiment faire dans la vie. Et le nom était anthropologie. J'étais passionnée des Amérindiennes. Je savais que j'avais une bonne partie de sang amérindienne, mais je ne connaissais pas la parenté amérindienne, donc c'était plus dans l'imaginaire. Et alors j'étais fascinée par les migrations des Amérindiens, comment ils se sont installés dans les Amériques, leur migration aussi, les migrations vers les îles du Pacifique, il y avait les débats à cette époque-là. Et alors, je lisais tout que je trouvais dans une bibliothèque d'université quand j'avais un peu plus d'âge, j'étais autour de 11-12 ans. J'ai commencé à fréquenter la bibliothèque de l'université parce que j'avais épuisé ce qu'il y avait dans la bibliothèque publique. Alors, j'étais une très bonne étudiante. J'étais pas forcément la meilleure de la classe, mais j'étais passionnée par ces questions, surtout des Autochtones, aussi des Polynésiens, et je lisais tout ce que je pouvais sur ces sujets. Alors, c'était pas pour moi la notion de carrière, c'était que le mot anthropologie correspondait à moi, à qui j'étais. Et je ne pensais pas vraiment en termes très stratégiques, pratiques. Alors que j'ai fait mon école secondaire, une école de filles, une école catholique, nous avions, et j'ai oublié de dire, nous avons changé de place très souvent. Je pense que c'est un autre élément. J'ai changé d'école assez souvent à cause de ça. J'ai porté je ne sais pas combien d'uniformes d'école catholique. Et plusieurs fois, nous avons changé de région du pays. Et aux États-Unis, ça veut dire un changement de culture, d'aller de Ohio à Texas. On a habité à Galveston pendant plusieurs années, un endroit que j'adorais. C'est une île tout près de la côte, mais on entendait les gens travailler sur les quais la nuit. C'était vraiment maritime et semi-tropical. Et alors, brusquement, à l'âge de 13 ans, nous avons déménagé vers l'État de Iowa, qui pour moi, c'était comme un exil. Mais avec ces déménagements, j'ai réalisé que ce qui était populaire pour les enfants dans un endroit était inexistant pour les enfants dans un autre endroit. Et chaque fois qu'on déménageait de loin comme ça, j'avais un accent différent des autres enfants. Alors, je me suis habituée. Et alors, ces déplacements, je pense, m'ont donné un regard d'interrogation par rapport à la société formée par les jeunes de mon âge. Ça, sans doute, m'a marqué et m'a donné une sorte de recul par rapport au social. Je n'étais jamais 100% confortable où j'étais. Mais j'assumais ça, c'était pas la torture non plus. Mais une fois
que je voyais la fin de mes études secondaires, j'avais très envie d'aller loin. Mais pour la fille catholique que j'étais, pour mes parents, il y avait probablement une seule façon, et je l'ai découvert. J'ai eu une bourse à l'université où ma mère a étudié, et c'était Catholic University à Washington, la capitale des États-Unis. Et alors, aux années 60, c'était un endroit très excitant où être. C'était les contestations contre la guerre au Vietnam, aussi la cause des Noirs américaines. Et évidemment, j'ai participé à tout ça. On sentait qu'on était au centre de l'action. Et c'était probablement aussi marquant que mes études. Alors, à Catholic University, on avait un programme assez comment le dire, mettons qu'il y avait beaucoup d'exigences. Par exemple, il fallait, et des exigences qui ne feraient pas sens aujourd'hui, il fallait suivre un cours de latin, grec ou mathématiques, quoi que soit notre majeur. Alors, j'ai choisi le grec classique. J'ai adoré par ailleurs, j'ai même envie d'y retourner un jour. J'ai fait un majeur en sociologie parce qu'à l'époque, il n'y avait pas tellement de programmes de premier cycle en anthropologie. Mais il y avait un très bon département d'anthropologie où il y avait Regina Flannery, assez connue, il y avait Michael Kenny, spécialiste de l'Espagne, et plusieurs autres bons anthropologues. Et après les 2 premières années, c'était dans un schéma de 4 ans d'université, j'ai eu accès au séminaire gradué. Et j'ai pu fréquenter les séminaires gradués pour crédit. J'étais comme une sorte de mascotte et j'ai adoré ça. Donc, je n'avais pas enduré les cours de base. On avait un cours de base, c'est vrai. Et c'était Madame Regina Flannery qui l'avait donné. Une dame formidable. Et un autre cours de bac. J'avais justement 2 cours de bac, mais il ne restait plus rien pour les étudiants de premier cycle. Donc, j'ai eu, par chance, un emploi en archéologie pendant l'été. J'ai adoré ça aussi. Je pense que j'ai eu un emploi stable parce qu'un jour, il y avait la terre qu'on avait enlevée et j'ai mis la main et j'ai sorti un point énorme. J'ai dit, est-ce que vous voulez garder ça? Et alors, j'ai eu mon emploi d'été. Et donc, ça m'a approché au département aussi. C'était des sites historiques dans la région de Washington, mais les sites historiques payaient plus ou moins les frais pour les sites préhistoriques qui nous fascinaient beaucoup plus, mais qui n'étaient pas très payantes à l'époque. Alors, c'était une expérience très intéressante. Mais après ma 2e année d'études, j'ai participé à un groupe de bénévolat catholique nous sommes allés à l'État de Puebla, au Mexique. Et dans ce contexte où j'ai vécu des conditions physiques probablement les plus rudes de ma vie, même plus que les îles de Cap-Vert, parce que nous étions à 6 heures de marche de l'autoroute. Alors, il fallait marcher pendant 6 heures pour arriver au village où nous étions. Et là, j'ai réalisé que, avant de penser changer les gens, je voulais les comprendre. Et je passais tout le temps que je pouvais avec des familles. Je donnais une petite classe dans l'école primaire, la seule école par ailleurs, où je pense que c'était sur l'hygiène ou quelque chose du genre. Et c'était un prétexte pour connaître les enfants et éventuellement connaître leur famille.
Et alors, dans ce contexte-là, je dirais vocation d'anthropologue s'est concrétisée. Et à partir de là, j'étais en deuxième année d'université, à partir de là, j'ai commencé à fréquenter les cours d'anthropologie pour les étudiants gradués et j'ai commencé à envisager suivre des études après. Honnêtement, comparé aux jeunes d'aujourd'hui qui doivent imaginer leur trajectoire de vie assez tôt, j'avais vraiment pas énormément de stratégie. J'ai demandé l'admission à plusieurs bons départements pour la maîtrise. J'ai appris de mes amis, il fallait dire doctorat parce qu'ils ne voulaient pas t'avoir si tu disais que tu voulais juste étudier jusqu'à la maîtrise. Alors, pour avoir l'air sérieux, j'ai dit que j'étais là pour faire mon doctorat et j'allais voir. Mais pour moi, il y avait l'anthropologie imaginée, ma passion, et il y avait l'anthropologie dans le concret, comme métier, comme façon de travailler et tout ça. J'ai vraiment pas pensé à l'anthropologie en termes de façon de gagner la vie jusqu'à très tard. Mais à cette époque-là, j'ai commencé à voir si on veut devenir anthropologue, il faut quand même poursuivre les études. Et donc, j'ai demandé admission et j'ai choisi le département qui a offert non seulement une très bonne bourse, tous les départements où j'ai fait application offraient des bourses, mais je sentais, je ne sais pas, une chaleur particulière avec Brown. Et en fait, Brown, c'est une université d'élite, mais un peu moins mouvementée que les autres du Ivy League, de cette gamme d'universités. Je dirais que c'est très difficile d'y entrer, mais une fois là-dedans, vous sentez que vous êtes chez vous. Et alors, j'étais un peu intimidée, mais seulement parce que dans ma cohorte, il y avait des étudiants qui avaient fait leur bac à Harvard et qui avaient eu Maybury Lewis et des gens comme ça comme professeurs. Et moi, j'avais eu une formation très inégale en anthropologie. J'avais eu la cour de base pour ethnologie, anthropologie sociale, et à part cela, quelques cours plus spécialisés sur les régions du monde. Donc, pour comparer à mes pairs, je me sentais terriblement ignorante, mais en même temps, j'avais la joie de constater que j'étais payée pour lire essentiellement. Alors, je me considérais comme la personne la plus fortunée de ce monde parce que j'avais cette magnifique possibilité de lire tout ce que je voulais en anthropologie et aussi de ne pas avoir des soucis pour gagner ma vie. Mettons quand même que c'était vraiment un niveau de vie assez minimal et spartiate, mais peu importe, j'étais heureuse et je me comptais chanceuse. Alors, dans ce contexte-là, bon, j'ai vu rapidement que la maîtrise, à Brown, on parlait de la maîtrise dans une phrase « terminal masters ». Ça voulait dire vraiment quelqu'un qui n'était pas éligible pour continuer. Évidemment, personne ne voulait être dans cette catégorie-là. Alors, de fil en aiguille, mon projet de faire un doctorat s'est matérialisé. Et alors, j'essaie de me rappeler de la séquence des choses. C'était après ma première année de maîtrise où, justement, je faisais, de mon point de vue, beaucoup de rattrapage comparé aux autres dans le groupe. J'ai donné un cours à l'University of Rhode Island pendant l'été.
J'avais 21 ans. Mais c'était une belle expérience. Les gens étaient très, très sympathiques. Évidemment, la grande majorité plus âgée que moi. Je me rappelle toujours d'une dame, probablement dans la quarantaine seulement, mais à cette époque-là, assez âgée, qui était mère de famille divorcée. J'avais demandé aux gens de lire un livre romancé d'une anthropologue, ça s'appelait Return to Laughter. Et c'était la femme de Paul Bohannon, j'oublie son prénom. Mais le livre racontait la vie quotidienne entre coépouses. Et c'était, elles étaient comme des sœurs, elles collaboraient beaucoup. Alors j'ai demandé aux gens d'écrire un texte sur une situation, un rapport social qu'ils avaient connu qui rappelait cette relation entre coépouses. Et cette femme écrivait sur son rapport avec ses deux filles adolescentes. Et il y a des choses qui restent dans le souvenir. C'était à partir de cette expérience-là, je pense que j'ai gagné un respect énorme pour les gens qui retournent aux études. Plus tard, quand j'ai donné des cours à l'Université de Concordia à Montréal, j'avais beaucoup de femmes comme ça dans mes cours et j'ai appris à reconnaître l'anxiété au début et aussi pouvoir les rassurer que les gens de leur profil d'habitude réussissaient mieux que les autres parce qu'elles avaient vraiment envie d'être là, elles avaient sacrifié pour être là. Donc ça, c'était ma première expérience d'enseignement. Ensuite est venu le projet d'aller aux îles de Cap-Vert. Mes professeurs avaient une subvention importante pour encourager les études sur les groupes immigrants représentés dans la région de Providence, Rhode Island. Et les Portugais étaient très nombreux. Et au début, j'ai pensé aux Açores. Mais ensuite, j'ai regardé la carte. Les Açores sont littéralement, comme on dit en anglais, in the middle of nowhere. Puis, près de rien. Et je voyais les familles açoriennes, je voyais les femmes habillées en noir et qui restaient presque tout le temps à la maison. Et j'ai pensé, je vais suffoquer là, je ne vais pas pouvoir endurer ça. En même temps, je rencontrais des Capverdiennes. Et les Capverdiennes étaient entre les Noirs américaines et les Blancs américaines. C'est un peuple métissé qui, les immigrants étaient citoyennes portugais, mais en termes culturels, c'était un mélange similaire un peu aux cultures des Caraïbes, un mélange entre le portugais et l'africain essentiellement. Alors, ces gens étaient, il me semblait, obsédés de leur identité. Est-ce qu'ils étaient africains, portugais, quoi, créoles, quelque chose à part? Et je voyais aussi que leur rapport avec les Noirs américains était complexe. Parce que les jeunes capverdiennes de mon âge et plus jeunes se sympathisaient avec les mouvements noirs. Mais assez souvent, les Noirs les rejetaient comme « vous êtes des capverdiennes, vous êtes des racistes ». Parce que les capverdiennes inculquaient chez leurs enfants une notion de supériorité par rapport aux Noirs. Et c'était le modèle vous êtes portugais et vous avez une culture. Par ailleurs, quand j'ai effleuré l'idée de mener une recherche, les Capverdiennes étaient très contentes et plusieurs disaient « vous allez montrer que nous avons une culture » à la différence des autres. Mais évidemment, il y avait aussi beaucoup de musiciennes capverdiennes et aujourd'hui même, la musique capverdienne est très diversifiée, très intéressante. Alors, il y avait ça. Et j'avais aussi croisé
un nombre surprenant de personnes, des adultes d'âge moyen, qui avaient écrit leur propre autobiographie. C'était leur effort de faire synthèse de tous leurs changements identitaires au courant de la vie, des changements occasionnés parfois par le mouvement à travers le pays, un homme qui avait travaillé à Michigan, à Detroit, quand il y avait du travail à Detroit, a découvert que pour les Américains, en dehors de sa petite région, les Capverdiens étaient des Noirs. Alors il a conclu, si je suis américaine, je suis noire. Mais un changement par rapport à sa socialisation identitaire. Il y avait des hommes qui avaient fait la Deuxième Guerre dans des régiments noirs, ou des fois ils voulaient entrer dans des régiments noirs et les recruteurs locaux ont dit « Non, vous êtes capverdienne ». Mais ils avaient peur d'être envoyés au sud et de ne pas pouvoir aller dans les sections réservées aux Noirs. Ils avaient peur de la violence. Donc, toutes sortes d'événements biographiques qui pouvaient influencer le parcours identitaire des gens. Et donc, il y avait une sorte de réflexivité généralisée au sujet de leur identité. Et voilà un sujet parfait pour mon doctorat. Et à l'origine, bon, c'était le moment des contestations de toutes sortes, anthropologie et colonialisme et tout ça. Et aussi parce que j'avais fait une expérience de terrain, école de terrain au Mexique, je ne voulais pas me trouver en situation de compromis avec un régime oppressif. Alors, je me suis dit, je vais faire mon terrain aux États-Unis. Et c'était mon plan initial. Cependant, quand j'ai eu l'opportunité d'aller aux îles de Cap-Vert, je n'ai pas pu résister quand j'ai eu les fonds pour y aller. Et il a pris au moins 3, sinon 4 tentatives pour avoir un visa. Alors ça aussi, vraiment solidifié ma volonté d'y aller. C'était pas dans mes plans initiaux, mais finalement, j'ai fini par faire un terrain parfaitement malinowskien aux îles de Cap-Vert, complet avec le bateau qui disparaît sous l'horizon. J'ai vécu ça. Les maladies tropicales, tout le kit que j'avais mis en ridicule comme du Boy Scout et tout ça, j'ai vécu aux îles de Cap-Vert. Alors, je m'arrête là.